DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il n'a pas touché de prime de 500 € après un nouveau but sur phase arrêtée, contrairement aux joueurs de l'Union. Salut Stéphane. Il n'a ni mouche dans l'œil, ni problème de lentille parce qu'il voit toujours clair. Salut Yves Teileman. Salut Jonathan. Parfois, il prend des cours de karaté avec Marlon Fossé, mais pas aujourd'hui. Bonjour Frédéric Bleus. Bonjour. Il n'est pas Roméo. Oh, Roméo. Bonjour Christophe Franken. Bonjour Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et le premier point nous amène forcément à Anderlecht. Et Yves, on va se demander pourquoi Anderlecht est si inoffensif, avec d'abord un petit chiffre cher à l'un de tes collègues, très bruyant, Romain Van Der Pleum, qu'on embrasse. 0,48 expected goals à Louvain. C'était assez faible, on va dire ça comme ça. Oui, ça devient un petit peu inquiétant quand même. Maintenant, Beznikazi a expliqué que la succession de 3 matchs en 6 jours était un problème pour son équipe qui doit jouer avec beaucoup d'intensité pour être efficace. Je le comprends d'un côté. D'un autre côté, bon, il y avait un manque de qualité et surtout au poste de numéro 9. Christophe en a déjà parlé la semaine passée dans sa chronique aussi. Je crois que Vasquez sera... Quel but quand même. Tout de suite. Ça fait même pas 2 minutes. Ouais, J'arrête. Mais je crois que c'est un problème qui va les poursuivre pendant toute la saison. Heureusement qu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe du coup, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait eu comme contenu. Et ils ont 33 joueurs, ils ont de quoi faire 3 équipes, mais ils se disent mais on sait pas jouer 3 matchs une fois au bout d'une lune. Ouais. Et je crois que maintenant il se rend compte du fait que Petkovic, que c'est beaucoup trop jeune et trop tôt pour lui pour le lancer. Je crois qu'il est monté au jeu 3 ou 4 fois jusqu'à présent. Il a à peine touché un ballon. Je sais bien que c'est difficile en fin de match, mais Azidi, parfois je compte sur sa vivacité, mais bon, il faut quand même avoir le ballon pour faire quelque chose. Donc, Yves, ils l'ont quand même recruté 3,2 millions d'euros. Ça fait cher pour un joueur de complément ou pour un joueur titulaire chez les Futurs. Ouais, c'était la nouvelle politique. Souvenez-vous de Verbruggen qui est parti pour 20 millions à Brighton. Là, Van den Hout et Renard, Van den Hout à l'époque encore, et Renard se sont dit on va refaire ce coup-là avec 3-4 jeunes. Il y en aura bien un qui percera et qui vaudra ce montant-là. Mais bon, si vous payez ces sommes-là, bon, si tu achètes un Scheidler comme Charleroi l'a fait, justement, et c'est un meilleur attaquant que Vasquez, clairement. Maintenant, c'est pas absurde de miser sur des jeunes, d'imaginer que ça peut rapporter. On va pas déjà les juger maintenant, mais c'est sûr qu'à côté de ça, alors, il manque des gens disponibles maintenant. On dira juste pour leur défense que bon, il manque Hazard, il manque Camara. Dans tous les clubs, il manque des joueurs, Bertaccini. Ouais. Maintenant, pour revenir, c'est vrai, à la question pourquoi est-ce qu'ils sont aussi inoffensifs, même si j'estime pas Vasquez comme un des meilleurs attaquants du championnat, globalement, ils ont marqué 14 buts, je pense. Ouais, 14 buts en 9 journées, mais il y en a eu 5 contre Westerlo. Oui, et il y en avait 15 attendus, donc ça veut dire qu'ils ne créent pas grand-chose de plus non plus. Il y a vraiment un problème de création d'occasion quand on voit les 2 buts qu'ils ont marqués cette semaine, parce qu'on a rigolé du genou de Vasquez, mais le but de Stroikens contre la Gantoise était pas mal aussi. Donc il y a un vrai problème global, quoi. 3 buts sur les 5 derniers matchs. C'est ça, donc je crois qu'à terme il faudra jouer avec un faux neuf, un Hazard qui jouera en pointe comme son frère l'a fait, je crois aussi à une époque. Et comme Torgan l'a fait aussi, et Stroikens en jeune aussi a joué à cette position-là. Je crois que ce sera inévitable à terme parce que Azi continue à le défendre dès qu'il travaille énormément. Vasquez, je sais bien qu'il y a Biglia, son compatriote sur le banc, qui essaye de lui donner confiance et tout ça, mais ce n'est pas évident du tout. Le garçon on peut pas le critiquer parce qu'il est de bonne volonté vraiment et il se tracasse. Pour moi c'est ça le pire. Et c'est ça le pire aussi. Apparemment, même s'il ne maîtrise pas le français ou le néerlandais, il entend via d'autres personnes qui se feraient critiquer. Et dans le stade Anderlecht, on commence quand même à entendre aussi je vais pas dire encore les sifflets, mais quand même le mécontentement des supporters. Ils ont déjà été pires, les supporters. Ouais. Fred voulait parler. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que Stéphane disait. Évidemment, Vasquez, on voit que c'est un souci. Bon, son but fait autant rire qu'il soulage Anderlecht, mais c'est surtout la manière dont le jeu est animé et comment on peut amener des ballons et être
plus offensif et surtout plus efficace dans la répartition et dans l'animation. C'est ça le vrai souci. Parce que aussi le souci de d'Anderlecht. cibler que finalement Vasquez, parce que Huerta ou Angulo à Louvain, c'était une catastrophe. Comme l'écrivait bien Yves il y a quelques jours, depuis qu'il a signé son nouveau contrat, Angulo, il a envoyé son frère, quoi. Mais donc c'est catastrophe. Mais moi je trouve qu'il m'a le plus choqué, c'est un grand mot, mais vendredi, c'est qu'ils arrivent à marquer chanceusement, c'est un peu contre le cours du jeu, même si ça l'a un peu mis en deuxième mi-temps, c'est qu'ils savent même pas verrouiller un match contre une équipe qui est en crise. Oui, c'était Quand OHL encaisse, OHL, vraiment, on sent qu'ils se disent aïe, c'est foutu, on méritait pas, c'est triste. Ils commencent vraiment down, et malgré tout, Anderlecht arrive à les remettre dans le match en défendant n'importe comment. Ils savent même pas garder un résultat contre OHL, qui est la pire équipe avec Dender pour l'instant. Ne crée pas grand-chose derrière non plus. Pour mettre un deuxième. Mais j'aurais compris qu'ils disent bon, c'est 0-1, on a joué, c'est notre troisième match en 6 jours. On verrouille derrière, ce sera moche, tout le monde va dire qu'Anderlecht a fait un sale match, mais on a gagné 0-1. Ils savent même pas verrouiller un match. Ça, c'est quand même, je trouve, assez affolant. Je vais me faire l'avocat du diable. Ils ont été deuxième fut un temps, ils sont encore quatrième. Ça dit aussi beaucoup de choses du niveau global du championnat, messieurs. Quand on voit que, j'étais à Charleroi-Malines hier. Malines est troisième. Malines, c'est horrible à voir jouer. C'est une équipe catastrophique, vraiment. Il y a 1 ou 2 bons joueurs. C'est une défense hyper basse, c'est hyper agressif, vraiment, ça va dans les duels, c'est limite méchant, c'est à l'image du coach Fred Van Der Biest, mais ça marche, après ça marche, mais c'est pas une belle équipe à jouer, il y a pas, vous voyez cette équipe-là, à part peut-être, on l'a vu 1 heure de jeu, il est pas mal, le Hollandais international espoir là devant, Van Brederode, à part ça, vous dites pas, waouh, il y a un super joueur à Malines, il faut suivre cette équipe, donc ils sont 3e. Je trouve particulièrement cette année que c'est vrai que, alors on le dit chaque année, pourtant on va peut-être être 7e au coefficient UEFA et avoir 2 équipes en Champions League dans 2 ans, mais c'est vrai que cette année c'est particulièrement interpellant. Il y a 2 équipes, parce que bon, Bruges, ça va aussi quand même avec l'Union. Puis derrière, je ne sais pas s'il y a une autre équipe qui a gagné la moitié de ses matchs. Non. Je trouve que Genk est pas toujours bien payé. Ils ont fait un bon match au Rangers. Westerlo aussi. Oui, Westerlo a des bons joueurs. Ce que je veux dire, c'est que les grands ne sont pas là. Antwerp, Gand, ils ne sont pas là. Bon, le Standard... On parle plus du Standard. Pardon. Donc cette année, c'est un poil dramatique. Mais pour revenir à Anderlecht une seconde aussi, voilà, moi je m'interroge quand même sur la progression et collective, parce que l'autre intérêt de ne pas être européen, c'est que en théorie, vous pouvez travailler plus la semaine, le jeu collectif, le jeu offensif, et on ne le voit pas, on arrive au mois d'octobre, et je trouve qu'il y a peu de joueurs qui individuellement progressent aussi sur 8 mois, à part des tout jeunes qui forcément vont progresser, mais... De 4, hein, le fait que ça, Asie le disait aussi vendredi, le fait que De 4 soit le meilleur dans quasiment chaque match, on dit long sur le niveau des autres, quoi. Mais on sentait aussi Asie très irrité en interview télé, quand on lui a posé la question sur le nombre, la difficulté de faire le jeu, et qu'il a répondu oui, mais on doit jouer 3 matchs en 6 jours, et c'est comme on disait avant, oui, mais heureusement alors qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. Et donc c'est vrai qu'on se dit, on voit pas la progression, il n'y a plus de Coupe d'Europe, et là ils doivent jouer 3 matchs en 6 jours, et après une victoire, boum, ça retombe. Donc on se dit... C'était l'excuse de la semaine, quoi. Et la semaine prochaine, ils trouveront autre chose. Ce sera le terrain, puis il y aura la trêve internationale, et on verra bien si Asie est tout ça. Parce que justement, par rapport au problème dont tu parlais tantôt, de ne pas pouvoir cadenasser, là il disait que c'était la moyenne d'âge de l'équipe, alors que nos collègues ont fait le calcul la semaine passée, ils sont dans la moyenne, quoi. C'est plus l'Anderlecht de compagnie avec El Kababri et c'est ça, les autres. Vous avez 21 ans de moyenne d'âge, ici c'est une équipe d'adultes au niveau du championnat belge. Yves, pour finir, Bertaccini, on le revoit quand sur les pelouses? Si mes informateurs sont bons, et je crois qu'ils le sont, toujours bons. On devrait le revoir pour le match après la trêve internationale à Saint-Tron, justement à Saint-Tron. Mais est-ce que lui, il est capable de porter le poids de l'attaque à lui seul? J'en doute aussi. C'est un autre débat, mais maintenant on va s'intéresser au Standard. Parce qu'on a un classico belge qui arrive avec un Super Sunday en perspective. Fred, est-ce que le Standard est sur les rails? On a ressuscité le fameux principe de la défaite encourageante. Exactement, c'est un peu le principe de la défaite encourageante. Et donc, est-ce qu'il est sur les bons rails? Oui et non, oui sur le contenu, mais non forcément, parce qu'il y a une défaite à la fin, il y a l'exclusion de Fossi qui forcément est une bascule dans le match, mais c'est vrai que dans le contenu, c'était le meilleur match du Standard, et globalement, je pense que Bruges a rarement été autant bousculé, sur 1 heure au moins, le Standard était vraiment très bon, et moi, honnêtement, il m'a surpris. Je ne pensais pas le Standard capable de faire 1 heure pareille contre Bruges.
Le tout est de savoir, après la défaite encourageante, il peut y avoir le découragement tout court, s'il y a encore une défaite ou à Anderlecht, et puis un programme qu'on sait encore compliqué avec Antwerp et Gand. Ça va être la capacité maintenant pour Vincent Évrard et son groupe d'enchaîner et de se servir, malgré la défaite, des bonnes choses pour enchaîner à Anderlecht. Et on sait que c'est jamais évident, ça. Christophe, tu as été surpris aussi par la qualité finalement du contenu proposé par les Rouges? Oui, et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a quelques joueurs qui progressent individuellement. On voit que Nielsen est quand même tout doucement il se remet dans le bon sens. C'est pas encore le grand Nielsen de l'Union, mais c'est déjà mieux. On voit que Saïd, il s'adapte tout doucement. Ce sera jamais un joueur parfaitement huilé dans un collectif parce qu'il est un peu fou, et c'est ce qu'on lui demande finalement, mais on sent que ça va mieux. Et alors là, je trouve que voilà, la paire Henry devant avec en soutien Ayensa, c'est quand même c'est quand même solide. On parlait d'âge tout à l'heure ici avec Anderlecht. On sent qu'il y a de la maturité dans cette équipe, donc derrière, ils refont du Standard un peu de l'an passé. Ouais. Sans fioriture du tout, mais voilà, des Dirks, etc., ça sait défendre. Et par exemple, si vous aviez une défense comme ça, je pense à OHL pour Anderlecht, ça aurait peut-être tenu le score. Donc, il y a des qualités. Après, voilà, ça reste friable quand même aussi à pas mal d'endroits. Mort s'est adapté à son poste de back gauche quand même. Donc, mais il faut laisser au Standard que ils ont aussi joué vers l'avant. Ils n'ont pas fait ce que le Standard la saison passée avec l'Éco faisait, 40 ballons touchés dans la surface. Voilà, c'est ça. Donc ils ont aussi joué vers l'avant. Et ça, il faut aussi laisser à Vincent Évrard, c'est sa patte à lui. Il a donné confiance à son groupe. En disant, on est capable de faire le jeu contre, même si c'est Bruges. Après, oui, il y a toujours ces petits défauts. Et je pense qu'à un moment, le Standard, contre une équipe comme Bruges, a toujours payé ce petit manque ou ce grand manque parfois de qualité qui fera la différence. Un joueur qui sort du banc, il est décisif, c'est Vermaat. Oui, ça c'était quand même face au meilleur effectif de Belgique. Yves, face à Anderlecht, ça devrait suffire, non? Le Standard est aussi imprévisible qu'Anderlecht, donc je me dis que la semaine passée, comme Fred le dit, ça peut être un tout autre Standard. Vous n'aviez plus vos stats à domicile, ici toujours pas, mais au moins il y avait la manière. Est-ce qu'en déplacement vous montrez le même visage que samedi passé? Point d'interrogation, je n'ose plus faire de pronos, moi. C'est vraiment un match à part, donc c'est vrai que c'est difficile de tirer pour ce match-là, je trouve des conclusions. Ceci dit, le match ici, il m'a surpris aussi positivement. Tu l'as dit, moi je souligne aussi le travail de Vincent Évrard qui finalement fait une synthèse aussi entre l'année passée. Bon, on n'a pas vu grand-chose début de saison, mais on sait qu'il y avait un souci de jouer plus offensif, même si je ne sais pas si c'était vraiment abouti. Lui, il arrive à tirer une synthèse de ça. Maintenant, il y a aussi les deux erreurs, elles sont très naïves finalement, d'ouvrir le score et puis de se faire rattraper comme ça. C'est très standard. C'est très standard. Et juste un mot sur l'égalisation, ça nous est revenu après. Autant la carte rouge de Fossi, on peut en discuter, il y a faute, et pour moi elle peut être logique. Autant sur l'égalisation de Bruges, il y a un pied haut sur Marco Ilamaritra qui n'est pas sifflé. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une frustration du côté du Standard. C'est vrai que ça, on peut aussi le souligner. Voilà. C'était vrai, un petit peu une partie de jambes en l'air. Il y a eu beaucoup d'engouement dans les tribunes et d'engagement sur le terrain. Est-ce que ça peut pas justement aussi parfois se retourner contre eux, cet excès d'agressivité, pas toujours ils ont besoin de ça, je pense, pour dans le jeu. Et après, je pense qu'il y a je trouve plus le mot. Non, il y a quelque chose qui reste entre Tsolis et Fossi. Un contentieux. Voilà, je trouvais plus le mot. Qui reste entre ces deux joueurs. Et pour le même prix, c'est Tsolis qui peut être exclu. Voilà. Pour d'autres phases, on sent qu'ils sont cherchés tout le match. Et voilà, mais j'aimerais juste voir le match. Je ne sais pas si vous avez vu l'image à la mi-temps. Oui, le Devirigo, le chef recrutement, directeur sportif de Bruges, qui prend Tsolis à part dans un local tunnel hors du vestiaire. Du vestiaire. Et sans doute qui lui a dit fais gaffe, tu t'es pris la rouge la saison passée. Et c'est l'autre qui s'est fait avoir. Pas dans un duel avec Stolis, mais quand même. Voilà, Et Christophe, juste un petit truc, parce que notamment ici, je l'ai quand même beaucoup critiqué, mais il faut quand même souligner que depuis quelques semaines, Epolo, je trouve qu'il a vraiment donné beaucoup de sobriété à son jeu. Tout en gardant, parce que l'arrêt qu'il fait, je crois que tout le monde, il y a quand même 99% des gardiens qui vont jamais la chercher. Là, comment il va la chercher, bon, ça on sait que c'est ses qualités, mais je trouve que globalement, il est beaucoup plus sobre. C'est à l'image de sa coupe de cheveux. Je veux dire, ça paraît bête, mais il est
pas toujours encore sûr en sortie aérienne, mais il a progressé. Et on voit que sa défense lui fait beaucoup plus confiance. Il y a beaucoup plus de sérénité. Et ça, c'est important aussi pour une équipe, parce qu'on parlait d'Anderlecht. Heureusement qu'ils ont encore Kosemans, malgré parfois quelques petits soucis. Mais je trouve qu'Epolo apporte quelque chose. Mais Epolo a gagné, en effet, en sobriété, en calme. Il est aussi quand même sauvé par le but annulé de Van Aken, parce que je pense que sa prise de balle au départ sur la remise de Mekele sur le coup franc, elle est pas bonne. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il a progressé, on le sent un peu plus calme, et il est venu en zone mixte après le match, et on sent vraiment le garçon qui à la fois prend beaucoup de recul par rapport aux choses, qui garde quand même un tout petit peu, même si c'est le classique, je ne lis pas et je n'écoute pas ce qu'on dit, les critiques en tête, et il y a un peu un côté moi contre le reste du monde. Et si ça le motive, tant mieux. Et il revient au Parc Astrid, où l'année passée, où il a été formé là-bas en partie, mais surtout l'année passée, il avait quand même été pas terrible, il avait précipité la défaite du Standard. Donc je crois que dans sa tête, il y a un vrai sentiment de revanche, et à juste titre. Yves. Petit quiz pour terminer quand même. Allez. Superbe but de Saïd, après un joli slalom. Quel autre Saïd a marqué un but encore plus spectaculaire après un slalom encore plus long? Aloeran. 1990. Vous n'êtes pas... On l'a tous 94. Au souvenir de Rudy Smith qui avait si bien défendu. Voilà. Vous n'êtes pas si jeune que je ne pensais. On a parlé du passé, on va se projeter dans la semaine et dans le futur de l'Union. On va se demander quelle semaine attend l'Union avec la fin du bloc 2, baptisé ainsi par Sébastien Pocognoli. La réception au Lotto-Park de Newcastle, ce sera pour ce mardi à 18h45. Et ensuite Bruges, donc une vraie semaine de Ligue des Champions, Stéphane. À quoi on peut s'attendre, parce que l'Union a expédié les affaires courantes relativement tranquillement samedi? Oui, ils n'ont jamais... On a senti qu'ils n'ont jamais vraiment eu peur, même si Skirpen a dû sortir un bel arrêt. Ils ont gagné, comme il y a quelques semaines, contre Dender. Elle n'est pas en fin de match, mais après l'heure de jeu. Sébastien Pocognoli a dû un petit peu gentiment les repiquer à la mi-temps, mais ils sont très sérieux. On parlait d'Anderlecht et de la débauche d'énergie. Je m'attends quand même à une semaine où il y aura beaucoup de débauche d'énergie. Je pense que l'Union aussi, maintenant, ils ont l'effectif pour faire ça. Ils peuvent se permettre finalement de reposer Aitelach, de reposer Rodriguez. S'il avait fallu qu'ils jouent, ils auraient joué, mais ils peuvent se permettre à l'Union de se passer d'eux pour gagner quand même et les garder pour la Ligue des Champions. Donc, oui, on peut s'attendre à deux sommets, à deux matchs très énergiques, très physiques, parce que je pense, tu les avais joués ce week-end, que Newcastle est aussi une équipe anglaise, mais anglaise physique. Il faudra savoir y répondre du côté de l'Union. Ça va être le leitmotiv, avec, même s'ils ne crieront pas haut et fort, mais beaucoup d'ambition pour ce match à domicile, entre guillemets, même si c'est Newcastle, même si c'est un club anglais, mais qui va pas très bien. Donc ils se disent, comme le PSV, finalement, il y a un coup à jouer, il y a une occasion à saisir. Bruges et l'Union jouent vraiment deux clubs de grands championnats, mais qui sont à prendre pour l'instant. Donc on peut avoir un peu d'espoir pour cette semaine. Moi, j'avais une question pour Steph, c'est à l'Union, est-ce que le match le plus important de la semaine, c'est pas celui de Bruges plutôt que Newcastle? Parce que gagner contre Bruges, alors on sait qu'après il y aura encore les playoffs, ça envoie un message encore plus fort à Bruges, qui est son premier concurrent, même si évidemment on ne va pas sous-estimer la Ligue des Champions. Évidemment que la Ligue des Champions est importante, mais... Peut-être dans la tête des dirigeants, probablement. Les autres années, je t'aurais peut-être dit oui. Maintenant, cette année, avec la Ligue des Champions, dans la tête des joueurs, je ne dis même pas qu'il est moins important, mais... Forcément, le match contre Newcastle est attendu par les joueurs, énormément attendu, mais 4 jours après, il y aura pas à mon avis, il n'y aura pas une décompression contre Bruges. Hein, ça, je crois qu'ils pensent aussi à la fameuse prime. Oui. Mais le foot n'est pas qu'affaire d'argent, mon chéri. J'avais oublié. Il y a l'amour du jeu, il va notamment pour Rossac, ça sera un match forcément particulier pour lui, Stéphane. Oui, c'est un grand fan de Newcastle. En fait, il est né à Burnley, à un peu plus de 2 heures de là pourtant, mais il allait les voir de temps en temps quand il était gamin. Et alors, il y a eu cette image au tirage au sort, il a exulté dans la salle des joueurs quand le nom de Newcastle est sorti. Et on voit dans son style de jeu qu'il a ce côté évidemment foot anglais. Mais justement, parce qu'il est quand même, heureusement qu'il a été là, Saïd. Et alors, on se dit, soit on ne comprend pas bien le football, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, évidemment on n'est pas joueur, mais quand même, je me souviens, j'étais allé à un match à Gand Union, où ils avaient fait exactement la même chose sur chaque corner, mais là c'était Burgess tout le temps au deuxième poteau, et chaque fois ça avait été une occasion, et ça a été plusieurs fois goal comme ça, et Gand n'arrivait pas à trouver de solution, quoi.
Pareil là, Westerlo, qui est quand même une équipe où ça bosse bien. Saïk, à chaque fois au deuxième poteau, tout le temps, ça a été dangereux. Et finalement, il marque comme ça. Alors, on se dit, il y a des mecs vraiment de phase arrêtée qui sortent des bancs. Vous voyez, on les voit sortir des bancs juste quand il y a un corner, etc. On se dit vraiment, le gars, il a préparé ça toute sa semaine, il a que ça à faire. On sait ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont mettre le grand au deuxième poteau. Après, je sais que c'est pas facile de défendre contre Saïk. Si vous me mettez contre Saïk, je touche pas un ballon. Mais il y a quand même moyen, dans un effectif professionnel à Westerlo, à Gand ou ailleurs, de trouver un peu une solution créative pour se dire, bon, on sait qu'ils vont faire ça. Et ça marche chaque fois quand même, ça. C'est dingue. On dirait Arjen Robben, mais version phase arrêtée. On sait ce qu'il va faire, mais personne n'arrive à arrêter. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les clubs professionnels en Belgique savent pas défendre sur l'Union. Est-ce que c'est pas aussi les courses sur les courses, il y a quand même une variation. Il y a une variation dans les coups de coin, mais c'est vrai que celui-là est un énorme classique, deuxième voire troisième poteau qu'on ramène au centre. Et je suis surpris aussi de voir encore à quel point ça marche, parce que ça avait déjà failli marcher quelques minutes avant. Donc. Oui, Newcastle qui a encaissé 2 buts suite à des corners ce week-end. Donc c'est peut-être une piste pour Sébastien Pocognoli. Et il marque sur coup de coin contre le PSV, si vous vous en souvenez. Donc on va pas parier sur un but sur coup de coin contre Newcastle, mais c'est pas impossible. Yves. Allez, quand même encore un petit quiz. Saïd à l'ORN. Non, cette fois-ci pas. Philippe Albert. Non. Presque. Non, Newcastle a joué 2 fois au Parc Astrid, forcément contre Anderlecht. Vous ne savez pas, hein? Pas de souvenir. Le dernier, c'était en 96, match amical. Un match amical. Ouais, mais quand même. 1-2. Il y avait Alan Shearer côté Newcastle. Et il y avait 2 autres grandes stars qui ont marqué. Faustino Asprilla. Juste. Et David Ginola. Oh là là. C'est la grande époque. On s'est pas vu avant l'émission. Oui, hein. ça, Tout ça est fait sans trucage, c'est important à préciser. Le magnifique. Et alors, si vous avez l'occasion de demander un jour, vous voyez Philippe Albert dans la rue, demandez-lui ce qu'il pense de Faustino Asprilla, vous allez bien rigoler. C'est vrai que c'est un match particulier quand même pour Philippe Albert à chaque fois qu'on a une équipe comme une équipe belge qui joue contre Newcastle, et c'est aussi l'occasion de se remémorer finalement Yves, la trace qu'il a laissée là-bas. C'est une immense star. C'est The Prince, hein, c'était son surnom, et à juste titre. Et quand on lui parle maintenant de Newcastle, on voit ses yeux. C'était sa meilleure de sa vie, je pense. Parce qu'Anderlecht, à Malines, il a connu aussi la gloire, mais là-bas, c'était surtout son but contre Manchester United, pour sa les plus jeunes pichenette. qui n'ont pas vu, allez le voir. C'était exceptionnel. Donc, Allez sur YouTube, mais allez aussi sur nos différentes plateformes pour réécouter les différents épisodes du Décrassage. On se retrouvera la semaine prochaine dans le DH Football Club avec un super Sunday au menu. D'ici là, prenez soin de vous. Salut. DH Football Club. Le décrassage.